Salut Sophie! Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on va parler conservation d'oiseaux et ça finit bien! Que des bonnes nouvelles aujourd'hui, Sophie. Ah, on les aime ces histoires, on les aime, les bonnes histoires de conservation qui finissent bien. Hein. C'est tellement rare de nos Sans- jours. Ah. Comment tu vas? Bon, bien, et toi? Eh ben ça va très très bien. On est en joie aujourd'hui, on est en fête parce qu'on va parler de deux sujets qui finissent bien. Voilà. Alors, en vrai, de mon côté, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais on y reviendra dans la première partie. On partira en Chine, pays pour lequel nous n'avons pas fait énormément d'épisodes dans le Courrier de la Sterne, mine de rien. Lorsque j'ai revu un peu les différents épisodes et je me suis remémoré les lieux dans lesquels on a été virtuellement, bien sûr. Peut-être que toi t'y as été pour le coup présentement, mais Non. la Chine fait partie de ces pays qu'on a assez peu abordés finalement. D'accord. Alors que, voilà, c'est Peut-être un gros qu'ils pays, font mine moins de de rien. conservation ou comment ça se passe? Eh ben, on va en discuter justement, Ah et bah tu c'est vas bien voir ça. que c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en parle pas suffisamment. Et toi, Sophie, tu nous emmènes où? Moi je vous emmène en Irlande. On va sur une petite île au large des côtes de l'Irlande, puis on va parler de macareux. Ah, super, super. Bah écoute, je vais commencer la rétro, on va parler d'un oiseau français, on va expédier cela avec un aigle royal, Sophie, Oh, c'est un qui bon a été début vu ça. dans les... Ah bah oui, qui a été vu dans les Hauts-de-France. C'était le 19 avril 2026. On est dans les marais de Pierrepont, on est dans l'Aisne. Mhm. Et la LPO, par son délégué territorial Richard Kasprisk, j'espère que je prononce bien, eh bien avait prévu une sortie d'observation au niveau du marais. Et puis, ils s'attendaient à trouver les trucs habituels. Et puis, quand ils ont levé la tête au ciel, ils ont vu qu'il y avait un aigle royal juvénile qui passait au-dessus d'eux. La chance, la chance. La chance, effectivement. Alors, c'est un juvénile, comme je l'ai précisé, et c'est justement aussi pour ça qu'il est assez éloigné de l'endroit où on le trouve habituellement, puisqu'il est souvent inféodé au massif montagneux, en l'occurrence Alpes, Pyrénées et Massif central, pour ce qui est de la France, mais ça reste quand même une sortie inoubliable pour ceux qui ont vu cet oiseau qui a même été photographié, et c'est comme ça qu'il a pu être formellement identifié. C'est trop bien, en plus comme ils faisaient une sortie ornitho, bah du coup ils avaient tous les appareils photo, les jumelles, enfin bref ils avaient tout sur place quoi. Ex- Exactement, et Exactement donc au du bon coup moment. on a des photos pixelisées certes, mais des photos quand même qui Quand même. permettent très facilement de déterminer que l'oiseau qui a été vu est bien un aigle royal. Mais c'est Et ce génial. serait apparemment une première dans le département. Bah oui. Bon bah trop bien, très bien. Écoute, pour continuer sur les bonnes nouvelles, moi j'ai envie de vous parler. Alors, tu vas me dire la grippe aviaire c'est pas exactement une bonne nouvelle, mais alors attention. Celle-là c'en est une. Parce qu'en l'occurrence, ils ont réussi à trouver, ça se passe aux USA, que pas mal d'oiseaux qui avaient subi une infection due à la grippe aviaire, donc lors de ces dernières années, finalement ont développé des anticorps, notamment des anticorps résistants à la maladie, du coup la forme de la maladie qui serait la plus virulente et qui aurait tué le plus d'oiseaux. Donc on a à peu près selon leurs statistiques qui sont ce qu'elles sont parce qu'évidemment ils n'ont pas pris tous les oiseaux qui sont dans la nature, ils les ont pas tous testés, voilà, on peut pas trop faire ça. Mais en tout cas, suite aux statistiques qui ont été récupérées dans les centres de soins pour des animaux qui ont été pris en charge, pas pour des maladies, justement pour d'autres soucis de blessures ou autres, et qui, au fil des examens, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient aussi des anticorps pour la grippe aviaire, et ben dans ces cas-là, ils ont remarqué qu'à peu près entre 30 et 50% de leurs patients avaient effectivement développé des anticorps à cette maladie très virulente, ce qui est une excellente nouvelle parce que ça va permettre de faire en sorte que si jamais il y a une nouvelle vague de grippe aviaire qui décide de ravager les USA et certainement les pays voisins, eh bien au moins une bonne partie des oiseaux qui y sont déjà seront vaccinés en quelque sorte, donc protégés contre ce virus.
et ça c'est bien. Alors on a parlé du fait il y a quelques semaines que le virus de la grippe aviaire était arrivé en Antarctique, terre Mhm. où justement les oiseaux ne sont pas du tout habitués à affronter ce genre de péripéties-là. Est-ce qu'on peut imaginer à moyen ou à long terme un vaccin qui permettrait justement à ces oiseaux de pouvoir réussir à s'en sortir sans trop de casse? Je parle de l'Antarctique parce que c'est la terre la plus isolée finalement et celle Et où on oui. s'attendait le moins à avoir la grippe aviaire et là où elle pourrait être la plus destructrice. Alors, il est toujours possible de développer un vaccin, évidemment, mais le problème, c'est comment est-ce qu'on peut distribuer ce vaccin à tous les oiseaux dans la nature. Ça, c'est un autre souci. On a des moyens de vacciner des populations à large échelle, mais il faut aussi que le vaccin soit facile à utiliser à large échelle, qu'il y ait des moyens de le disséminer. Donc pour certains virus, pour certains types de vaccins, ça fonctionne, pour d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Pour la grippe aviaire, je ne sais pas trop comment ça pourrait se passer, parce que pour l'instant, on n'a pas de vaccin. Donc il faut déjà le développer, et ensuite, il faut trouver une méthode de dissémination, ce qui va encore rajouter des années de développement. Voilà, pas forcément possible là tout de suite maintenant. On avait parlé de caméras pièges dans de précédents épisodes. D'ailleurs, c'était Mhm. la journée internationale du manchot, donc j'ai eu l'occasion de repartager certains de nos anciens épisodes concernant les manchots. Eh Mais ben, oui. je suis tombé sur une vieille étude de Chris Sandbrook. Elle date de 2018. Elle est apparue comme ça dans mon fil Blue Sky. Elle parle des caméras pièges et de leur utilisation éthique. Parce qu'elles sont beaucoup utilisées dans la conservation animale, ces caméras Mhm. pièges, mais elles prennent aussi des gens en photo, Oui. sans le vouloir et sans le savoir. Et c'est ainsi que dans cette étude, on apprend que 90% des sondés ont rapporté avoir déjà eu ce genre de données de manière involontaire, parce que évidemment l'objectif c'est de capturer l'oiseau ou l'animal que l'on veut en photo, et pas l'espèce de truc qui ressemble à un être humain qui passe par là. Mais ça pose des problèmes éthiques, Sophie. Ça pose des problèmes éthiques parce que ça pose des soucis vis-à-vis eh bien, de l'identité de ces personnes et ça pose aussi des problèmes de sécurité parce que les caméras qui sont parfois placées à des endroits stratégiques ont par exemple capturé des activités illégales. Et donc, quelque part, Oh. qu'est-ce qu'on fait de ces informations-là? Est-ce qu'on les transmet à la police? Mais est-ce que justement, on n'est pas dans un cas particulier où effectivement la preuve serait irrecevable puisque la caméra était cachée ou ce genre de choses-là? Et donc en 2018, il y a une étude qui a décidé de revenir un petit peu sur tout ça pour essayer de contrebalancer les effets positifs et négatifs. Et si je t'en reparle, Sophie, c'est qu'on est en 2026 et qu'apparemment, c'est un sujet qui n'a pas vraiment évolué. Visiblement, beaucoup de scientifiques, beaucoup de personnes qui travaillent dans la conservation s'étonnaient effectivement du fait que le sujet avait été au point mort, alors qu'on rentre dans des considérations, on va dire, de plus en plus importantes concernant notamment des cas de sécurité avec l'utilisation de ces caméras. Donc c'est une étude très intéressante qui montre que même pour la prise de caméra piège et ici la prise de photos, il y a aussi des problèmes éthiques qui se posent et qui devraient à mon avis se poser parce que c'est un sujet qui mériterait de revenir sur la table. Exactement, mais alors, une question que je me pose là tout de suite maintenant, peut-être qu'ils y ont répondu dans l'étude, je ne l'ai pas lu, mais il y a pas mal maintenant d'intelligence artificielle qui permettent de reconnaître non seulement les visages, mais aussi les humains quand ils se baladent dans la rue. On a beaucoup de caméras de surveillance qui permettent de suivre le mouvement et qui reconnaissent quand c'est un humain devant la caméra. Est-ce qu'il ne serait pas possible de rajouter ça donc à ces caméras pièges pour que justement ils ne prennent pas en compte les humains comme étant des animaux à prendre en photo en quelque sorte? Est-ce qu'on pourrait... Ce serait intéressant, mais il faudrait refaire une nouvelle étude parce que, comme je l'ai dit, elle date de 2018, donc elle est très ancienne, et à l'époque, Hmm. le développement de l'intelligence artificielle n'était pas aussi développé que celui que l'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment un sujet qui serait très très intéressant de reprendre, et Mhm. j'espère que d'ici quelques années, ou d'ici quelques semaines, ou quelques mois, peut-être que certaines personnes travaillent sur ce sujet, eh bien on aura l'occasion d'en commenter de nouvelles actions et de nouveaux résultats. D'accord, très bien. Bon, eh bien, moi, écoute, je vais continuer avec un sujet assez incongru. Euh,
Sais-tu qu'il y a beaucoup d'oiseaux, et notamment des rapaces, qui pendant la saison de nidification ont un comportement un poil plus agressif que d'habitude? Alors, il se trouve que... Ils ont plus de bec. Il se trouve que dernièrement, on a eu quelques rapports de rapaces qui, nichant à proximité des humains, alors soit au cœur même des villes, on en a qui nichent à Paris par exemple, soit en bordure de ces villes ou dans des parcs carrément, on en a aussi aux US notamment qui nichaient dans des parcs à l'intérieur des villes. Qui, malheureusement, lors de la période de nidification, s'en sont un peu pris aux passants, en faisant des piquets sur leur tête, notamment aux coureurs qui passaient un petit peu trop près des nids, aux gens qui se baladaient un peu trop proches et qui continuaient à les attaquer. Alors, souvent, c'est des attaques qui sont pas... qui n'ont pas de... qui ne se terminent pas en quelque sorte, c'est-à-dire que l'oiseau ne touche même pas l'humain. Donc normalement il n'y a pas blessure, mais de temps en temps on a des blessures quand même parce que l'animal arrive avec ses serres, et vous savez que les serres d'un rapace c'est quand même particulièrement dangereux, et il est possible que l'animal attrape notamment la tête, parce que c'est généralement le crâne qu'il vise, vu que c'est c'est la partie la plus haute de notre anatomie. Donc surtout quand vous n'avez pas de chapeau, eh bien il est possible que vous preniez une ou deux attaques de rapace avec les serres en avant. Ce qui peut s'avérer un peu dangereux et qui peut requérir quelques points de suture au final. Donc, il y a un article très intéressant. Peut-être autant qu'une fenêtre, je suppose, mais c'est un autre détail. Peut-être autant qu'une fenêtre. Tu parles d'expérience, il me semble. Peut-être. En tout cas, du coup, il y a un article que j'ai trouvé assez intéressant sur Ornithomédia. Si vous avez envie de le lire, je mettrai évidemment le lien dans la description. Et donc, cet article nous explique que, nous liste quelques cas de rapaces, comme ça, notamment des buses variables qui ont attaqué des gens. Aux US, on a notamment la buse à queue rousse et la buse à épaulettes qui sont assez connues pour ça, et jusqu'au Japon où on va trouver du Milan, cette fois-ci, qui va carrément attaquer les gens. Qui nous explique un peu comment et pourquoi tout ça se passe, et généralement c'est un problème de nidification, et lorsque les petits sont partis du nid, sont à l'envol, eh bien ça y est, il n'y a plus de problème et l'oiseau redevient tout à fait calme, à part un ou deux cas extraordinaires qui ont été saisis par les autorités dans ces cas-là et ramenés dans des centres de sauvegarde à droite et à gauche pour éviter les problèmes aux riverains, évidemment. Donc voilà. Donc normalement vous n'avez pas à vous en inquiéter, mais c'est quand même assez intéressant à noter. Dans tous les cas, si jamais vous êtes à côté d'un nid et que vous voyez un rapace soudainement piquer vers vous, pensez à vous écarter, voilà. Restez pas dans le voisinage, c'est qu'il y a clairement un nid à proximité, donc le mieux c'est tout simplement de s'en aller, et une fois que vous serez assez loin, il arrêtera ses attaques, et normalement vous ne devriez pas avoir de soucis parce que la plupart des attaques ne vous toucheront pas, de toute façon l'oiseau s'arrêtera avant le contact. Et le plus calmement possible, puisque... Évidemment. Les oiseaux, si vous criez ou si vous courez, ça peut être aussi perçu comme un signe d'agression, même si c'est pas toujours évident justement de garder son calme quand on a un gros truc qui est en train de vous attaquer, qui fait parfois plus d'1 mètre d'envergure. Il est très important de garder son calme dans ces circonstances-là. Exactement. Voilà. Sophie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? C'est déjà pas si mal pour aujourd'hui, je trouve. Ah bah ouais. Je te propose qu'on parte donc en Chine pour cette toute première partie de l'émission où on va parler de mares aux oiseaux. C'est tout de suite. Alors, la Chine, comme je vous l'ai dit Sophie en off, c'est un pays qu'on a assez peu évoqué dans le courrier de la Sterne finalement. J'ai pas trop de souvenirs de sujets vraiment rapportés au pays. On a eu des études à mon avis d'oiseaux qui ont été traités en Chine, mais rapportés au pays, je pense que c'est un sujet qu'on a assez peu évoqué. Et donc on va démarrer notre histoire. On est en novembre 1989 quand un agriculteur chinois du nom de Hung Tiguo chasse les oiseaux à la fronde près de chez lui. On est dans le mont Baihua, on est dans la province du Yunnan, et c'est une province très importante puisque elle a une
une propension aviaire assez importante, et j'y reviendrai d'ici quelques instants. Donc ce Hung Tiguo, il chasse justement les oiseaux, il fait la rencontre de 2 touristes taïwanais qui lui proposent un marché un peu étrange. C'est de l'argent en échange de connaissances sur la présence des oiseaux du secteur. Alors, Wu accepte la requête et les 3 personnes, en l'espace d'une seule journée, voient plus de 150 oiseaux. Ce qui est une journée assez intrigante pour Wu qui découvre l'observation des oiseaux, qui est assez inconnue par ailleurs, et j'y reviendrai à la fin de cet exposé. Et donc, nos chers touristes taïwanais, avant qu'ils ne soient congédiés, ils expliquent à Wu que si les villageois cessaient de chasser les oiseaux, beaucoup plus de gens viendraient les voir, et avec eux, une nouvelle manne financière qui serait présente. Et donc le bouche à oreille fonctionne assez vite, puisque de plus en plus de personnes du village, et notamment Wu, se décident à observer les oiseaux, et Wu devient même l'un des premiers guides ornithos du pays, et l'initiateur d'une façon de canaliser l'observation des oiseaux en construisant des abris à proximité d'une mare, ce que les Anglais appellent le Hide in Bird Pound, que personnellement j'ai abrégé en mare aux oiseaux pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc le principe il est simple, les organisateurs mettent à disposition des bassins peu profonds remplis d'eau, de la nourriture, des fruits, des larves d'insectes, en fonction évidemment du régime alimentaire des oiseaux qui sont choisis, et les oiseaux viennent s'y nourrir, s'y abreuver et s'y baigner. Et de l'autre côté de la mare, on a des ornithologues, des photographes qui, dans des afflux camouflés, prennent des photos, observent les oiseaux à la longue vue et peuvent rester sur place tout au long de la journée, parce que ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, Sophie, c'est que les repas sont même livrés sur place. Donc il y a des gens qui font la navette pour livrer les repas des ornithologues pendant qu'ils observent les oiseaux, ce qui est assez extraordinaire quand on y pense. Oui. Écoute, après tu peux emmener ton sandwich aussi, c'est possible un repas chaud sur place, juste derrière tes jumelles. Bon, il y a quand même peu de choses qui... Voilà, Pourquoi ils mettent pas de four micro-ondes dans les observatoires? Ça pourrait être intéressant. Exactement, un four micro-ondes. Bon, le panneau solaire qui va avec, certainement un peu plus qu'un panneau solaire pour un four micro-ondes d'ailleurs, mais bon. C'est vrai. Après, s'il fait chaud, ils mettent juste la poêle et ils font cuire dehors avec la chaleur. Ça marche aussi. Juste un bout de métal, puis voilà. Alors, 1989 à 2020, ce qu'il y a de très intéressant avec la recrudescence de ces mares dans cette province, c'est que le revenu moyen des habitants a quadruplé, Sophie. De 2000 à 2020, de 2008 à 2020, celui-ci a quadruplé. Et surtout, il a permis quelque part l'extension d'une économie saisonnière, parce que, comme je l'ai dit, il y a les abris, mais il y a aussi les gîtes pour les ornithologues, les restaurants, parce que les ornithologues ont aussi envie d'aller manger dans des restaurants une fois que les oiseaux ont été observés, les services de transport, les activités culturelles, parce qu'il n'y a pas forcément que des activités autour des oiseaux. Bref, tout ça concrétise quelque part une manne financière assez intéressante. Et pour un exemple, dans la commune de Qingling, pour 250 habitants, le tourisme ornitho génère $560,000 par an. Sophie, pour 250 habitants, c'est juste absolument extraordinaire. Alors, avant d'aboutir quand même à ce résultat, il y a eu quelques problèmes qui se sont mis en place parce qu'il a fallu se creuser la tête pour que tout le monde puisse se mettre d'accord. Et donc les autorités locales sont intervenues pour régulariser le système en réduisant notamment le nombre d'étangs, parce que à partir du moment où il y avait de l'argent à se faire, les gens ont commencé à construire des étangs un peu n'importe comment, et surtout réduire la tension entre les agriculteurs et les exploitants de ces étangs. Et désormais, les recettes provenant de la vente des billets d'accès aux étangs sont réparties entre les propriétaires d'étangs et d'autres groupes de villageois, et notamment des agriculteurs qui, eux, avaient notamment nécessité de cultiver et donc, d'une certaine manière, d'abattre ces différentes mares. Mais il y a quand même une préoccupation de taille, Sophie,
bah, c'est la préoccupation scientifique. Parce que oui, on a effectivement les autorités locales chinoises qui sont intervenues pour régulariser tout ça, mais bah, on n'a absolument pour l'instant aucun moyen de savoir les impacts écologiques de la création des mares, du nourrissage des oiseaux, de la transmission éventuellement de maladies aux oiseaux. On parlait de la grippe Mhm. aviaire tout à l'heure. Eh ben, on peut avoir d'autres maladies qui se transmettent assez mangeoires parce que on est grosso modo sur le même principe. Et donc au final, bah, les chercheurs sont pour l'instant dans le flou concernant les mares et leurs effets, qu'ils soient positifs et négatifs. Et donc, dans une étude publiée dans Avian Research, c'est en 2024, menée par Wu Fei et son équipe, eh bien, il y a une espèce de bilan qui a été fait. Il y a plusieurs choses intéressantes à révéler. Première chose, c'est qu'un total de 524 espèces d'oiseaux, soit environ un tiers de l'avifaune chinoise, sont recensées sur ces sites, dont 152 espèces classées comme menacées ou protégées. Et je vais pas vous citer des noms, on va dire comment dire, exotiques. Je vais juste prendre le cas de la huppe faciée, qui est un oiseau en danger critique d'extinction du côté de la Chine. Ce qui n'est absolument pas le cas chez nous, puisque c'est un oiseau assez commun. Et puis, la plupart des étangs étaient situés dans des endroits où l'économie ne tournait pas forcément, et surtout situés pas très très loin de parcs nationaux ou d'autres aires protégées, ce qui faisait en sorte quelque part doublon avec ces aires protégées, où là quelque part on a un véritable protocole scientifique qui a été établi. Et donc il y a 4 recommandations qui ont été édictées par Wu et son équipe. Tout d'abord, l'établissement de normes nationales et de directives pour la création des mares afin de réduire les risques écologiques et favoriser un tourisme des plus responsables possibles. Deuxième point, surveillance réglementaire renforcée et gestion synchronisée des bassins par l'intermédiaire d'une autorité de régulation. Donc grosso modo, faire en sorte qu'une seule entité gère l'intégralité des bassins, ou du moins le fonctionnement de ces bassins. Des mesures politiques qui doivent favoriser un développement plus développé et équilibré des mares afin d'éviter la pression sur diverses espèces, et notamment disperser les différents sites à travers les zones en Chine, dans le Yunnan, mais pas que, mais aussi concentrer les recherches futures sur les conséquences écologiques de ces mares. Ça, c'est quelque part la perspective de l'étude, afin de voir effectivement s'il y a des conséquences positives ou négatives, avec un suivi à long terme. Et surtout, cinquième point qui n'est pas dans l'étude, mais je le rajoute, c'est éduquer la population. Parce que la population, elle n'a pas énormément de connaissances en ornithologie. Et pour cause, parce que en 2000, le nombre d'ornithologues chinois était de 600, Sophie. Et on Sur est passé toute à la Chine. 300 dans toute la Chine. Et on est Ouf. passé à 340 000 en 2020, ce qui est un chiffre absolument ahurissant, mais qui ne représente qu'en réalité 0,03% de la population. Parce que ce qu'il y a d'intéressant, et c'est là où je vais conclure, c'est que évidemment, il y a un tourisme ornithologique qui est international, mais il y a aussi un tourisme ornithologique qui est local, puisque la Chine se découvre de plus en plus une passion pour l'ornithologie, ce qui répond à la question que tu me posais, Sophie, hors antenne, c'est est-ce que justement les Chinois s'intéressent à l'ornithologie? Eh ben, ça Mhm. commence en réalité, ça commence effectivement, et ben, le fait d'avoir justement ces mares aux oiseaux, et quelque part une régulation de ces mares aux oiseaux, et on va dire l'un des premiers signes du fait que l'on prend de plus en plus, on va dire, au sérieux cette passion dans le territoire chinois. Bah écoute, c'est intéressant. Et ça rejoint. Enfin, après l'ornithologie, bon, l'ornithologie en elle-même peut-être pas, mais en tout cas, les oiseaux, ça a toujours été une passion de ce côté-là. On sait que tous les ans, il y a des millions d'oiseaux qui sont envoyés jusqu'à la Chine, qui partent de l'Afrique, qui partent de l'Amérique du Sud notamment, et qui se retrouvent sur les marchés chinois. Notamment parce que c'est des oiseaux chanteurs et qu'il y a tout un business là-dessus. Après, je sais pas à quel point il y a de l'élevage en captivité de ce genre d'animaux, mais je sais qu'il y a un commerce gigantesque d'oiseaux chanteurs jusqu'à la Chine, à partir de l'Afrique notamment. Pour le coup, on parle surtout de zones rurales,
C'est d'autant plus intéressant que, comme je l'ai dit au début de ma démonstration, c'est que dans les années fin des années 80, début des années 90, on chassait encore les oiseaux au lance-pierre. C'est-à-dire qu'on avait encore les réflexes des 5 nuisibles, donc les fameuses recommandations de Mao Tse-tung qui disaient qu'il fallait éliminer 5 espèces animales, dont notamment les moineaux. Et effectivement, eh bien, à partir de ce moment-là, les gens se sont mis à chasser les oiseaux dans leurs champs. Et donc, quelque part, on a un changement de paradigme qui est en train de s'effectuer, même qui a peut-être d'ailleurs déjà bien shifté, puisque comme je l'ai dit, entre 2000 et 2020, on est passé de 600 ornithologues à plus de 300 000, donc il y a eu quand même un nombre assez important de personnes qui se sont intéressées aux oiseaux. Mais ce qu'il y a de très intéressant à retenir ici, c'est que désormais, on est en train d'évaluer aussi ce paramètre dans les zones rurales et dans les zones défavorisées, là où justement la connaissance ornithologique est assez maigre. Et effectivement, peut-être que la Chine était un gros marché et est toujours un marché pour les oiseaux, mais je pense que c'est quelque chose qui se situe plus dans les grandes villes, alors que là, on est vraiment en présence rurale et dans des lieux assez reculés. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, hein, parce que c'est pas les mêmes espèces d'oiseaux que tu as sur le territoire. Mais bon, puis il y a aussi tout ce qui est médecine traditionnelle, évidemment, on connaît. Mais bon, c'est intéressant de voir qu'il y a un développement qui se fait de tourisme écologique au final. À voir, et ça ce sera la grande question des prochaines années, à voir si ce tourisme finalement ne fait pas plus de mal que de bien, avec tout ce que ça engendre au niveau pollution, tout simplement. Voilà, et création de déchets, voyages, etc. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est à prendre en compte, je pense, à voir si cet argent qui est récolté par les communautés sert aussi à remettre en état l'environnement naturel. Et puis, je l'ai très très vaguement évoqué dans le point numéro 4, dans la liste des points qui avaient été retenus par Wu et son équipe, mais je vais citer pour le coup la fin de ce point 4 qui pour le coup vise les communautés rurales. L'intégration d'un suivi scientifique à la collecte de données au niveau communautaire améliorerait à la fois l'évaluation écologique et la gestion locale. Donc l'objectif, c'est vraiment aussi de profiter du savoir local et donc de former quelque part ces gens-là pour pouvoir, par la suite, avoir une évaluation écologique qui paraîtrait fiable et donc, comme je l'ai dit précédemment, évaluer la qualité, la pertinence de ces mares aux oiseaux sur le long terme. Mais ça reste quand même des enjeux extrêmement intéressants parce que économiquement, c'est aussi, comme on l'avait expliqué pour Argila dans un précédent épisode, c'est aussi des facteurs d'émancipation de la pauvreté pour des personnes qui vivaient très difficilement sans ça. Exactement, et ça c'est super d'inclure les communautés locales finalement dans des projets de conservation comme ça. Ça veut dire qu'elles peuvent en tirer un bénéfice et ça veut dire que justement ça évite des problèmes d'utilisation de ces oiseaux ou d'autres espèces d'ailleurs, en tant que nourriture ou en tant que matériau de première nécessité quel qu'il soit. Et ça permet donc une conservation de ces animaux-là. Bah oui, mais c'est malheureusement braconnage et autre chose, hein. C'est ce qui se passe quand t'as faim. Je pensais juste à une vidéo que j'ai regardée il y a 50 minutes sur le guano et sur le fait que les Américains, mais je crois qu'on en avait parlé dans le courrier de la Sterne, si tu trouves une île avec du guano dessus, tu peux dire ouais, ça appartient aux États-Unis. Voilà. Oui, ils avaient essayé de faire ça, oui, puis ils l'ont fait d'ailleurs 2-3 fois. Bah oui, mais c'est encore jusqu'à récemment et c'est encore un truc qui est comment dire qui est encore en cours aux États-Unis. Ça fait encore partie de leur pas de leur constitution, mais ça fait encore partie des règles auxquelles ils adhèrent effectivement. Non, voilà, c'est pour ça que je rigolais, mais effectivement, tu parlais de braconnage et autres, c'est aussi quelque part aussi une limitation de tout ce qui est déforestation, braconnage, parce que les mares aux oiseaux permettent aussi de conserver des îlots de biodiversité. Alors c'est des îlots de biodiversité, même si, comme je l'ai dit précédemment, on a quand même une bonne partie de ces mares qui sont construits à proximité de parcs nationaux notamment, mais ça reste quand même des lieux qui sont, on va dire, maîtrisés et qui ne sont pas en danger immédiat de déforestation ou ce genre de choses-là.
Donc voilà pour ce sujet qui était très intéressant, Sophie, sur la Chine. On vous mettra évidemment les liens dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Sophie, deuxième partie de l'émission. Et cette fois-ci, on retourne en Europe, on part en Irlande, mais on reparle de conservation. Exactement. Alors aujourd'hui, on va partir au large des côtes de l'Irlande du Nord pour être plus précis. On va sur l'île de Rathlin. Et donc sur cette île, ils avaient pas mal d'oiseaux marins, évidemment. C'est une île qui est très propice à ce genre de colonies, notamment du macareux, des guillemots, enfin bref, plein de choses qui sont intéressantes et qui nichent directement sur ces îles-là. Sauf que, comme beaucoup d'îles avant elle a été sujette à une invasion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une invasion? C'est quand on a une espèce invasive, que ce soit des rats, que ce soit d'autres choses, qui viennent sur l'île, même les chats domestiques d'ailleurs, ça arrive aussi, qui viennent sur l'île et qui malheureusement profitent des ressources locales pour se répandre, pour se multiplier, parce que les ressources locales, donc en l'occurrence les oiseaux, ne savent pas se défendre contre ce nouveau prédateur ou contre ce nouveau venu, qui a l'air d'être beaucoup plus à l'aise qu'eux sur le même terrain. C'est là une espèce invasive. Donc on a déjà vu, je crois qu'on avait vu un sujet pareil avec des albatros, il me semble, dans le courrier de la Sterne. Il y a un moment avec une histoire de rats et de souris qui mangeaient les petits. C'était pas très très drôle. Ça fait un moment d'ailleurs. Et on a vu des histoires avec... Tu t'en rappelles plus? Je me rappelle plus. Ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. On avait des sujets aussi, notamment avec le fameux kakapo qui avait été justement préservé sur une île où on évite d'avoir des espèces invasives de ce style-là parce qu'on sait que cet animal ne volant pas, c'est une proie très facile pour ce genre de choses. Donc on ne veut absolument pas de choses comme ça. Et ça va plus loin parce que lorsque vous allez sur ces îles, vous êtes désinfecté à l'entrée. Vous êtes obligé de vous désinfecter entièrement pour éviter effectivement que vous transportiez des pathogènes. Donc ça concerne les animaux, mais ça concerne aussi les humains. Exactement. Bon, on sait que du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, ils sont un petit peu... ils ont quand même pas mal de protocoles à ce niveau-là, ils sont très très inquiets et pour de bonnes raisons d'ailleurs, parce que ça leur est arrivé plusieurs fois, des tas de problèmes, donc ils sont assez inquiets sur ce genre de points. Sur les autres îles, c'est pas forcément le cas, et je crois pas que ce soit le cas de cette île Rathlin. Il me semble pas en tout cas. Le problème de Rathlin, c'était que on avait des animaux qui étaient arrivés sur l'île. Alors c'est pas des chats, c'est pas des rats, c'est des furets. Et alors le problème, oui, des furets, tu sais le furet domestique, l'animal qui a été domestiqué. Oui, bien sûr. Il y a déjà 2000 ans, ça fait déjà un moment d'ailleurs. Et en fait, il a été introduit, alors ça va beaucoup te rappeler l'Australie, parce que c'est un peu ce qui s'est passé là-bas, on s'est amusé à introduire des animaux pour essayer de contrôler d'autres animaux qui eux-mêmes avaient été introduits. Et donc là, c'est exactement la même chose. On a introduit le furet. Les mêmes erreurs encore et encore. Là, c'est pareil. On l'avait introduit pour des années 1980 pour essayer de contrôler la population de lapins qu'il y avait sur l'île, qui était considéré comme un danger pour l'agriculture sur cette île. Bon, c'est normal, ça fait des terriers, ça mange les récoltes, enfin bref, c'est pas terrible le lapin, donc on s'était dit, on va mettre des furets. Des furets, c'est bien. Ça mange les lapins, les furets. Oui, mais en fait, non, parce que le furet, il a trouvé une proie beaucoup plus simple, il a trouvé les proies des oiseaux marins, les nids des oiseaux marins, notamment avec les petits dedans. Parce que eux, ils se défendent pas, ils courent pas, ils sont très simples à attraper, ça bouge pas, un bébé oiseau dans son nid. Et en plus, comme ça niche au sol, ces oiseaux-là, c'est bien pratique pour le furet. Donc, il est parti sur les falaises, le furet, et il a commencé à gober tout ce qui était oiseaux marins. Et le problème, c'est que ça va très vite, ça va très très vite, parce que d'après une étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps, du moins des observations qui ont été faites, un furet, en 2 jours, a tué jusqu'à 26 oiseaux marins adultes. Pas des petits. Eh oui. D'accord. Donc c'est pas un petit effet, on se dit s'il y en a eu juste 1 ou 2, c'est pas bien grave au final. En fait si. En fait si, en 2 jours c'est capable déjà de te tuer quasiment une trentaine d'oiseaux marins, juste pour un individu, donc faut imaginer les dégâts que font une colonie de furets sur cette île. Et alors le problème c'est que en 2021,
on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment une centaine de furets sur cette île, d'après les dernières estimations, et 100 furets sur une petite île comme Raslin, ça fait beaucoup, surtout sur les colonies d'oiseaux qui étaient malheureusement en déclin. Elles le sont toujours un petit peu malheureusement, mais heureusement plus autant. Le furet était quand même était l'une des majeures parties de ce déclin. Et donc en 2021, il a été décidé de faire une action contre ces furets et d'éradiquer le furet de l'île de Raslin. Alors ça a pris un peu de temps, ça a pris 5 ans. Parce que ça met attraper un furet, c'est pas facile. Je sais pas si vous avez déjà essayé, je sais pas si toi t'as essayé. Oh non, mais non, mais Non. chasse, pêche, nature et tradition, non, pas du tout. Ah bah. En tout cas, le furet, ça se faufile partout. C'est inattrapable le truc, vraiment. Donc faut mettre des pièges, faut mettre des caméras, faut essayer de le suivre à la trace, faut déployer des chiens. Tu as l'air d'avoir essayé. Ayant travaillé avec des animaux, je sais à peu près comment ça fonctionne un furet. Je peux t'assurer que c'est pas simple. C'est pas simple à gérer. Ah mais ça Ceux qui en ont en animaux de compagnie pourront certainement le confirmer dans les commentaires d'ailleurs. C'est pas simple. Et donc, faut imaginer en plus comme ils sont en liberté sur l'île, pour aller récupérer les furets en question, pour les trouver, pour trouver leur cachette, pour les débusquer, pour arriver à les attraper ensuite. C'est quasiment impossible. Donc ils ont mis des pièges. C'est plus ou moins la seule manière en fait de les attraper. Tu peux pas vraiment aller les chasser autrement. Donc il y a eu des pièges qui ont été posés sur toute l'île. Il y a eu un chien particulièrement qui a été très efficace sur l'île en question, qui s'appelait Woody. Très original. Et qui du coup a été entraîné spécialement pour renifler le furet, et pour donc débusquer le furet. Et il fait encore des patrouilles régulières sur l'île pour vérifier qu'il n'y en a plus un seul. Et il y a eu toute une équipe, et notamment des fonds qui ont été mis en place grâce à pas mal d'associations. On était quand même sur à peu près 6 millions de dollars sur 5 ans pour arriver à éradiquer une centaine de furets d'une île. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour une centaine de furets. 6 millions de dollars, c'est pas mal quand même. Donc, juste dernièrement, ça a pris 5 ans. Mais dernièrement, écoute, ça fait 1 an et quelques, presque 2, qu'ils se disent que ils n'ont pas revu un seul furet, et que possiblement l'île devrait être libérée des furets. Enfin, ils espèrent en tous les cas. Plus personne ne voit rien, le chien ne renifle plus rien, donc ma foi, pour le moment, on dirait qu'on est bon. Et les populations, notamment de macareux, ont commencé à revenir en force. Et cette année, c'est l'année où il y a eu le plus de reproduction depuis bien longtemps. Et beaucoup d'oiseaux marins, autres que les macareux aussi, se sont mis à repartir, à refaire des colonies et vraiment à avoir un succès reproducteur sur cette île qu'on n'avait jamais vu depuis un long moment. Et ça vous donne en fait une idée de l'importance que peut avoir une espèce invasive dans la conservation des espèces. Quand on arrive à la supprimer, finalement, l'environnement arrive à retrouver une sorte d'équilibre en quelque sorte, et on arrive à accomplir des miracles, et on arrive justement à sauver des espèces grâce à ça. Donc ça, c'est une histoire de conservation qui se termine bien, et c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'histoires absolument terrifiantes de choses qui ne vont pas, et avoir quelque chose qui va bien dans la vie, de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Ça me rappelle l'épisode qu'on avait fait sur les kiwis. Enfin, pas le spécial. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de spécial. Mais l'épisode d'avant qu'on avait fait sur le kiwi, j'avais parlé justement du kiwi et de l'augmentation de sa population par justement ses efforts d'élimination de nuisibles. Et des efforts qui étaient très sévères, hein, parce que on n'était pas sur une centaine de furets, on était sur quelques milliers d'animaux par an, et se pose toujours la considération éthique de est-ce que pour conserver une espèce animale, on doit en tuer d'autres. La Nouvelle-Zélande et l'Australie, comme tu l'as précisé Sophie tout à l'heure, ont statué sur l'idée. Et c'est malheureusement parfois la seule solution que l'on a pour protéger certaines espèces menacées. Et tu parlais du kakapo aussi, hein, ils ont fait de la dératification, je crois, jusqu'à tard, hein, je crois qu'elle s'est terminée il y a quoi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils continuent sur les îles annexes. Mais aussi. Mais je crois qu'ils avaient totalement réussi à dératifier une île justement où ils veulent réintroduire le kakapo
en semi-liberté pour le coup. Et je crois que c'était en 2022 ou 2023 qu'ils avaient terminé le travail. Donc, mais ouais, Oui, il me semblait bien, oui. c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est pas facile. Et justement, il y avait un ou deux experts qui étaient venus exprès de Nouvelle-Zélande pour aider à chapeauter un peu le projet d'éradication des furets, parce qu'il faut savoir que le furet, comme j'ai dit, c'est un animal qui est pas facile à éradiquer quand même, parce que ça se camoufle bien, ça se faufile un peu partout, c'est encore pire qu'un rat à ce niveau-là. Et c'est la première fois dans le monde qu'on arrive à éradiquer le furet d'une île. Et donc les méthodes qui ont été mises en place sur cette île au large de l'Irlande pourront possiblement être utilisées pour d'autres îles qui rencontrent le même problème. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, intéressant, effectivement. Après, ça reste quand même des protocoles assez empiriques, parce qu'on n'a pas véritablement de méthode révolutionnaire pour éliminer tel ou tel animal, quoi. Ça reste... Révolutionnaire, non, mais il y a toujours des nouveaux pièges qui sont mis en place, qui sont adaptés à l'animal, justement pour éviter de piéger tout et n'importe quoi, parce que c'est aussi une considération qu'il faut prendre en compte. Imagine que quand tu te retrouves sur un lieu où tu as de la faune sauvage déjà sur place, tu peux pas non plus piéger tout et n'importe quoi, sans distinction. Il faut que tu pièges vraiment l'animal que tu veux éliminer, pas le reste. Faut pas que tu abîmes le reste de la faune sauvage sur place. Et puis, encore une fois, c'est intéressant pour les communautés aussi, parce que sur l'île, il y a des gens qui habitent sur cette île-là, elle est pas juste pour les oiseaux marins. Et ces agriculteurs et autres personnes qui habitent sur l'île ont noté que, bien, grâce à l'éradication des furets, maintenant, ils pouvaient à nouveau choisir d'avoir des poulaillers, parce que enfin, leur volaille ne se ferait pas égorger dans la nuit. Et ça aussi, c'est bon pour eux. Parfait, en espérant qu'ils les laissent chanter, ces volailles. Ah oui, évidemment. Quand le chat n'est plus là, les souris dansent. Quand les furets ne sont plus là, les macareux sont de retour. C'est un peu la morale de cette histoire qui termine cet épisode du Courrier de la Sterne. Sophie, merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez évidemment pas à le partager si jamais vous avez apprécié cette écoute. N'hésitez pas à écouter les précédents épisodes. On parlait notamment de Kiwi justement. Eh bien, il y aura la possibilité de retrouver cet épisode dans la longue liste des épisodes que vous trouvez sur YouTube ou sur toutes les plateformes de streaming. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires sur YouTube. Et bien évidemment, il y aura l'intégralité des sources qui seront mises à votre disposition dans la description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.